Ils semblent n'être que de simples hommes politiques. Et pourtant, à droite, cet homme au regard grave, c'est Robert Oppenheimer, celui qu'on appellera plus tard le père de la bombe. À ses côtés, le général Leslie Groves, l'homme de terrain responsable du projet Manhattan. Un nom de code pour un projet secret, mais dont le monde entier allait bientôt entendre parler. Car derrière le projet Manhattan se cache l'un des tournants les plus sombres de l'histoire japonaise. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Le 6 août 1945 au matin, une bombe atomique frappe pour la première fois une ville, Hiroshima. 3 jours plus tard, c'est Nagasaki qui est anéanti à son tour. Le monde découvre alors l'horreur d'une arme sans précédent, une puissance de destruction inégalée, suivie d'un poison invisible qui continue de tuer, les radiations. La bombe atomique ne ressemble à rien de ce que l'humanité a connu jusque-là. Elle marque l'entrée dans une nouvelle ère. Sur le plan militaire, le Japon capitule officiellement le 2 septembre 1945. La Seconde Guerre mondiale prend fin, mais sur le plan politique, rien ne sera plus jamais comme avant. Les relations internationales basculent dans un monde nouveau, dominé par la peur et la dissuasion nucléaire. Un monde où l'équilibre repose désormais sur une menace, celle de l'apocalypse atomique. Et pourtant, les historiens, notamment révisionnistes, en débattent encore aujourd'hui. La bombe n'était peut-être pas nécessaire pour faire plier Tokyo. Alors pourquoi ? Pourquoi le président des États-Unis, Harry Truman, a-t-il choisi de l'utiliser ? Aujourd'hui, focus sur les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. La décision du président des États-Unis, Harry Truman, de recourir à l'arme atomique répondait à une combinaison d'objectifs militaires, politiques et symboliques. Il s'agissait d'abord de mettre fin rapidement à la guerre sans avoir à lancer une invasion terrestre du Japon, laquelle aurait coûté des centaines de milliers de vies américaines et japonaises. Le bombardement permettait aussi de venger les pertes subies sur le front du Pacifique depuis la guerre du Pacifique qui a commencé le 7 décembre 1941 et qui se poursuit, répondant ainsi à l'opinion publique américaine. Par ailleurs, en projetant une démonstration de force spectaculaire, Truman souhaitait envoyer un message clair à l'Union soviétique, dans un contexte géopolitique déjà tendu. Enfin, il est possible que l'usage de la bombe servait aussi à justifier les énormes dépenses du projet Manhattan. Pourquoi Hiroshima fut-elle choisie comme cible ? Hiroshima représentait une cible militaire stratégique majeure. Elle abritait plusieurs installations militaires et logistiques, mais c'était également une ville densément peuplée, avec une importante composante civile, des habitants qui ne combattaient pas. Étonnamment, la ville avait été épargnée par les bombardements conventionnels, ce qui en faisait un site idéal pour mesurer avec précision les effets de la bombe atomique. Sa densité urbaine, ses bâtiments en bois et en papier et sa population estimée entre 250 000 et 350 000 habitants rendaient ces infrastructures particulièrement vulnérables à une explosion nucléaire. Pourquoi Nagasaki fut-elle visée ensuite ? Nagasaki, bien que choisi en second lieu, constituait également un objectif de choix. C'était un port industriel vital du sud du Japon, pilier du complexe militaro-industriel, avec chantier naval, usine d'armement, site de production aéronautique et construction navale. Sa topographie, faite de vallées densément construites sans plan d'urbanisme, accentuait les effets destructeurs de l'explosion. De plus, les matériaux légers utilisés dans les bâtiments, bois et plâtre, offraient peu de résistance. Bien que quelques bombes aient été larguées sur Nagasaki quelques jours avant l'attaque nucléaire, la ville n'avait jamais subi de campagne aérienne d'envergure, ce qui faisait d'elle effectivement un site vierge, du point de vue de l'analyse des effets nucléaires. Les États-Unis lancent dès 1942 le projet Manhattan, un programme secret de recherche destiné à produire une arme nucléaire, avec le soutien du Royaume-Uni et du Canada. Scientifiques américains et européens s'activent à la mise au point d'une bombe d'un genre inédit. En juillet 1945, l'essai Trinity, dans le désert du Nouveau-Mexique, marque la réussite de cette entreprise, ouvrant la voie à l'utilisation concrète de 2 bombes, Little Boy à l'uranium et Fat Man au plutonium. En prévision, un escadron spécial, le 509e, est formé sous le commandement du colonel Paul Tibbets et équipé de bombardiers B-29 Silverplat, entraînés à larguer des bombes factices appelées citrouilles. À Los Alamos, les 10 et 11 mai 1945, un comité, le Target Committee, décide des villes japonaises à frapper avec une décision finale en juin et juillet. Hiroshima et Kokura sont classés prioritaires, tout comme Kyoto, ancienne capitale impériale,
jugé d'une grande importance psychologique. L'auteur Robert Young le raconte de son point de vue dans Brighter Than a Thousand Suns. Sur la courte liste des cibles, en plus d'Hiroshima, Kokura et Niigata, il y avait aussi la ville des temples, Kyoto. Le major McCormack arriva à persuader le secrétaire à la guerre, Henry Stimson, d'accorder un sursis à Kyoto et de retirer la ville de la liste. Le secrétaire à la guerre, Henry Stimson, insista personnellement pour préserver la ville en raison de sa valeur culturelle et religieuse, contre l'avis du général Gross. Elle fut ainsi remplacée par Nagasaki, qui ne figurait pas sur la liste de mai, ville ajoutée en fin juillet après des incertitudes sur Kokura, la visée initiale de la seconde bombe. Les discussions du comité intérimaire laissent aussi entrevoir les hésitations. Fallait-il avertir les Japonais ou frapper sans préavis? Frapper de nuit, en baie de Tokyo, ou viser plusieurs villes à la fois? Finalement, après Trinity, la décision tombe. La mission sera lancée. L'été 1945 est brûlant et la guerre s'éternise. Le président Truman, informé des essais réussis de la bombe atomique, donne le feu vert le 21 juillet. Il faut frapper le Japon fort et vite. L'ordre remonte la chaîne militaire en quelques jours, transmis par le secrétaire à la guerre, relayé par le général Andy au général Spaatz. Le 25 juillet, un message top secret lui est adressé. Dès que la météo le permet, Hiroshima, Kokura, Niigata ou Nagasaki pourront être visés. Pas un mot sur la nature de l'explosif. On parle d'une simple bombe spéciale. Seules quelques têtes sont dans la confidence. Le Japon, de son côté, ignore que le compte à rebours a déjà commencé. Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, une détonation sans précédent fait trembler la ville d'Hiroshima. La bombe atomique américaine Little Boy, larguée par le bombardier Enola Gay à 9450 mètres d'altitude, explose à 580 mètres au-dessus de l'hôpital Shima, en plein centre-ville. La déflagration est immédiate et cataclysmique. L'équivalent de 15 000 tonnes de TNT pulvérise la cité, anéantit ses infrastructures et fauche des dizaines de milliers de vies en quelques secondes. Environ 12 km² sont rasés. Une gigantesque boule de feu d'environ 400 mètres de diamètre se forme. La température atteint brièvement 4000 degrés au sol. Des vents de plus de 500 km/h balayent les rues et un immense champignon atomique aspire les débris incandescents vers le ciel. Tandis que l'équipage américain assiste, stupéfait, à la scène depuis les airs, le copilote Bob Lewis se serait même apparemment écrié « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» 2 jours plus tard, le 8 août, l'URSS déclare la guerre au Japon. Malgré cette double pression, le pays refuse toujours de capituler. Le 9 août 1945, les États-Unis lancent alors une seconde bombe, Fat Man, sur Nagasaki. Mais cette frappe n'avait pas été décidée à la hâte. Le 9 août au matin, le bombardier B-29 Boxcar décolle de l'île de Tinian avec Fat Man à son bord. La ville de Kokura est visée, mais des bancs de nuages et la fumée d'un bombardement récent masquent la cible. Après 3 survols infructueux et une consommation inquiétante de carburant, l'équipage se rabat sur l'objectif secondaire, Nagasaki. Là encore, le ciel est partiellement couvert. À 11h02, une éclaircie permet de larguer une bombe qui explose à 500 mètres d'altitude au-dessus d'une vallée industrielle densément peuplée. Bien que la topographie montagneuse limite partiellement l'étendue de l'onde de choc, les dégâts sont immenses. Entre 35 000 et 75 000 personnes trouvent la mort dans l'explosion et ses suites. La déflagration détruit les quartiers proches de l'hypocentre, rase les usines d'armement et provoque d'intenses incendies. Cette deuxième attaque plonge le Japon dans la stupeur. Le 10 août, le gouvernement impérial accepte enfin le principe d'une reddition, à condition que l'institution impériale soit préservée. L'empereur Hirohito annonce officiellement la capitulation le 15 août 1945, mettant un terme à la Seconde Guerre mondiale. Le monde vient de découvrir l'âge nucléaire dans sa forme la plus dévastatrice. Les Français sont divisés concernant ces bombardements. Certains journaux parlent de révolution scientifique et d'autres de découverte sensationnelle. Albert Camus, quant à lui, écrivait dans le quotidien français Combat. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. À Hiroshima, les conséquences de la bombe furent absolument dévastatrices. On ne saura sans doute jamais combien de personnes ont exactement péri, tant les circonstances rendaient le comptage impossible. Ville partiellement évacuée, réfugiés venus d'ailleurs, destruction des archives, familles entièrement disparues et crémation de masse. Mais on parle de 70 000 à 140 000 morts dans les premières semaines, et peut-être jusqu'à plus de 230 000 au total. Ce qui est certain, c'est que la majorité des victimes sont mortes dès le jour de l'explosion, ou dans les 2 semaines qui ont suivi, tuées par le souffle, les brûlures ou les incendies. Près de 90% des décès se sont produits dans cette période très courte, et au-delà des morts, des dizaines de milliers de survivants,
surnommés les Hibakusha, ont été gravement blessés ou irradiés, marqués à vie physiquement et psychologiquement. À Nagasaki aussi, les conséquences de la bombe furent terribles, même si elles diffèrent légèrement de celles d'Hiroshima. On estime entre 35 000 et 80 000 le nombre de morts, selon les sources et les années, et des dizaines de milliers de blessés. La bombe larguée y était plus puissante, mais le relief vallonné de la ville a limité l'ampleur des destructions. Certains quartiers ont été partiellement épargnés, et les incendies ont mis plus de temps à se propager. Contrairement à Hiroshima, il n'y a pas eu d'immense brasier généralisé. L'habitat plus dispersé a aussi joué un rôle dans cette différence. Enfin, la bombe de Nagasaki était à base de plutonium, ce qui a entraîné une exposition aux radiations différentes, notamment avec des effets variés sur des types de leucémie développés chez les survivants. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki ont marqué un tournant brutal dans la Seconde Guerre mondiale, sans pour autant provoquer immédiatement la reddition du Japon. Malgré l'ampleur du choc et les dizaines de milliers de morts, le gouvernement japonais espérait encore obtenir une paix négociée, notamment avec l'aide de l'Union soviétique. C'est finalement l'entrée en guerre de l'URSS, avec l'offensive en Mandchourie, lancée le 9 août 1945, qui a accéléré la décision de capituler. Ces bombardements s'inscrivaient dans une campagne massive, déjà en cours de destruction des villes japonaises, au napalm notamment. Les conséquences de l'arme atomique allaient bien au-delà du Japon. Elles ont ouvert la voie à une ère de dissuasion nucléaire pendant la guerre froide, en faisant de l'arme atomique un outil stratégique, redouté pour ses effets immédiats autant que pour sa portée politique et psychologique. Les 6 et 9 août 1945, les États-Unis ont largué 2 bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, provoquant la mort de plus de 100 000 civils dans le but de forcer la reddition du Japon. Ces bombardements, réalisés dans le cadre du projet Manhattan, ont soulevé de vives critiques parmi les scientifiques eux-mêmes. À l'origine, le projet Manhattan visait à contrer une éventuelle bombe nucléaire nazie. Mais avant même la défaite de l'Allemagne, dès avril 1945, plusieurs scientifiques américains doutèrent de la légitimité d'un usage offensif. Certains, comme Edward Teller, proposèrent un développement de la bombe à hydrogène plus tard, tandis qu'Albert Einstein exprima sa réticence. Leo Szilard et James Franck, entre autres, ont soutenu une proposition de démonstration préventive. Après la guerre, Leo Szilard, l'un des acteurs clés du projet, résuma l'hypocrisie morale de cette décision, en déclarant « Si les Allemands avaient largué des bombes atomiques à notre place, nous aurions qualifié de crimes de guerre les bombardements atomiques sur des villes. Nous aurions condamné à mort les coupables allemands lors du procès de Nuremberg et les aurions pendus.